Un homme d'une vingtaine d'années tué par balle hier soir à Nantes dans le cadre du narcotrafic. C'est une dizaine de jours après le décès d'un adolescent dans une fusillade liée aussi au trafic de drogue. À Grenoble, un homme a été tué, 3 autres blessés. On est donc à 7 depuis le début de l'année à Grenoble et Chirol. Mais pour l'État, l'action du gouvernement contre le narcotrafic, elle paye. Jean-Didier Berger, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, était mon invité hier sur Europe 1. Écoutez-le. Dans notre pays, il y a depuis 2 ans une loi, la loi narcotrafic, qui nous a permis de faire des grandes avancées. Et nous avons réduit le nombre de points de deal dans ce pays en le passant de 4000 à 2700. Et c'est parce qu'on a réduit le nombre de points de deal qu'il y a des rivalités pour essayer de reconquérir des territoires et donc des conflits ouverts. Mais ça ne doit pas entamer notre détermination. Au contraire, ça ne fait que renforcer notre détermination. Et dans la loi riposte, le fait de passer l'amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros, fermeture des commerces, interdiction de paraître, expulsion des logements sociaux, ce sont des mesures très concrètes qui commencent à porter des fruits et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Georges Fenech, si on voulait être trivial, alors toutes ces fusillades, c'est quoi? C'est la rançon du succès pour le gouvernement? C'est un peu comme ça que j'ai entendu dans la bouche de Jean-Didier Berger, qui est un excellent homme politique, par ailleurs. Je pense qu'il est dans son rôle de dire cela, mais je crois qu'on assiste surtout à un balbutiement de quelque chose. On est très très loin du compte. Alors il est vrai, comme il l'a dit, qu'il y a une loi importante avec la création d'un parquet national, avec des dispositifs quand même nouveaux, même si une partie malheureusement a été censurée par le Conseil constitutionnel. Mais les saisies, elles sont là, effectivement, ça il a raison. Les points de deal en moins, il a raison. Mais encore une fois, on n'en est qu'au balbutiement d'une guerre qu'on voit bien tous les jours. C'est un jour sans fin. Vous venez de rappeler la triste liste noire que vous venez d'égrainer sur tous ces jeunes qui s'entretuent sur des points de deal et sur des trafics et des prises de possession de territoire. On voit bien qu'on est très très loin du compte et d'avoir gagné, comme on dit, cette guerre, le mot guerre qui est employé par tous les ministres de l'Intérieur depuis plusieurs années. Je remonterai même jusqu'à Chevènement. On parlait déjà de guerre, mais la guerre, c'est une guerre sans fin. On n'arrive pas à vraiment franchir un cap. Que faudrait-il faire pour y arriver? Je reviens toujours à ma critique essentielle. Au bout de la chaîne, après tout le travail qu'a fait la police judiciaire, la police de terrain, de voie publique, les interpellations, etc., il manque des condamnations très fermes, très lourdes, notamment vis-à-vis des mineurs qui sont les petites mains et les petits relais, de façon à interrompre ce trafic. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi c'est vrai qu'on aurait envie de croire qu'on avait enclenché quelque chose d'efficace contre le narcotrafic, mais moi j'ai quand même un peu l'impression qu'on est toujours un petit peu en retard d'une guerre et qu'on a un temps de retard parce qu'on fait peut-être les choses à moitié. Parce que finalement, quand on regarde les choses, on se rend compte que dans le débat présidentiel, vous avez 2 candidats de droite ou du centre qui, eux, considèrent qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut, qui préconisent l'état d'urgence sur les territoires où il y a vraiment des trafics importants de drogue. Et c'est là où on se dit que finalement, jusqu'à présent, on a réagi avec beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, comme l'Italie, par exemple, et qu'on ne fait pas vraiment ce qu'il faut. On fait les choses à moitié parce qu'il n'y a pas de majorité, parce que Emmanuel Macron n'est pas franchement convaincu de l'urgence du sujet. Quand on regarde un petit peu l'agenda d'Emmanuel Macron ces dernières semaines, il s'est beaucoup occupé d'international, mais il s'est quasiment pas occupé de ce qui se passe en France. Et moi, j'ai retenu qu'il avait fait des déclarations sur le recyclage des bouteilles en plastique, par exemple. J'ai retenu qu'il avait réuni des industriels pour parler de la voiture électrique, alors qu'on ne l'a pas attendu pour y travailler. Mais quand il s'agit de sujets vraiment très importants comme le narcotrafic, il n'est pas là. Et il faut quand même bien voir les choses. La lutte contre le narcotrafic, c'est pour la France, ça fait peser une menace existentielle, le narcotrafic. C'est pas juste une délinquance parmi d'autres. Là, il y a véritablement une menace même de souveraineté. Et moi, je trouve que c'est vraiment du niveau du président de la République. Et moi, le président, je ne le vois pas sur ce sujet. Attendez, juste pour être clair et pour préciser les choses à nos auditeurs, état d'urgence, ça voudrait dire quoi? Si on c'est l'article 55 de la Constitution, oui, c'est-à-dire pouvoir au préfet. Qu'est-ce que ça donnerait de plus? Oui, ça vous permet de vous affranchir de certaines. Enfin, moi, c'est pas moi qui le propose, c'est Édouard Philippe. Vous savez ce que ça veut dire. Non, mais c'est pour ça, je voudrais bien qu'on soit clair. L'état d'urgence, on l'a connu après les attentats de 2015.
C'est-à-dire qu'on va déshabiller un peu la justice, même beaucoup, pour mettre plus de pouvoir au préfet. C'est les perquisitions administratives, c'est les interdictions administratives, les MICAS, etc. Donc on sort même de l'état de droit commun pour entrer dans un régime d'exception. Et l'état d'urgence, c'est jamais une bonne chose dans une démocratie. Donc je crois qu'il faut manier ça avec prudence. Et je vois pas d'ailleurs... Et puis ce serait où? Dans des quartiers seulement? Oui. Dans des villes? Dans des... Moi, j'y crois pas. Franchement, je pense que l'état d'urgence, je pense que la situation, elle est sur tout le territoire. Il n'y a plus un seul point du territoire qui soit à l'abri aujourd'hui des règlements de compte, des trafics de stupéfiants, même dans des petites villes moyennes. Donc il faut une politique nationale, globale, très volontariste et qui balaye toute la chaîne pénale. Hein. Jean-Michel Salvatore. Alors derrière cette idée, moi ce que j'entends, si vous voulez, c'est que ces deux candidats à la présidentielle considèrent que les règles telles qu'elles existent aujourd'hui ne sont pas suffisantes et qu'il faut pouvoir s'affranchir de certaines de ces règles de droit pour avoir plus d'efficacité. Et moi, je ne peux pas être insensible à ces déclarations-là quand elles viennent d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a quand même touché du doigt la réalité du sujet et d'un ancien Premier ministre qui a quand même gouverné pendant 3 ans. Je ne sais pas si c'est l'état d'urgence au sens constitutionnel du terme. Non, c'est pas... On peut dire qu'il y a urgence à faire. Oui, il y a un état d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut mettre tous les moyens. C'est ce que les mots veulent dire, comme état d'urgence de la part de Premier ministre ou de ministre de l'Intérieur, ils savent ce qu'ils disent quand même. Mais moi, c'est pas applicable. Je vous le dis, c'est pas applicable. On a eu beaucoup de mal à en sortir, et c'est M. Macron qui a fait sortir notre pays de l'état d'urgence en 2017, en reprenant quelques éléments de l'état d'urgence qu'il a intégré dans le droit commun. C'est-à-dire qu'il est toujours possible aujourd'hui, par exemple, de prononcer des fameuses mesures administratives d'interdiction, les fameuses MICAS. Le préfet, très exceptionnellement, sous le contrôle du juge administratif, peut le faire. Mais un État, une démocratie comme la nôtre ne devrait jamais, ou dans des conditions exceptionnelles, décréter l'état d'urgence. Oui, mais Georges, souvenez-vous, Dominique de Villepin, lorsqu'il était Premier ministre, il avait déclenché... C'était très limité, c'était suite aux émeutes. Un système d'état d'urgence à la suite d'émeutes à Clichy. Et donc là, c'était vraiment l'état d'urgence, mais décidé sur un territoire particulier, avec des règles particulières. Et je pense que les deux candidats présidentiels, c'est ça qu'ils ont en tête. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que proposer ça pour la présidentielle, c'est considérer que finalement l'arsenal existant n'est pas suffisant. Oui, il n'est pas suffisant. Vous avez vu que Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, où il y a eu encore une fusillade là hier soir et un homme qui a été tué, elle dit c'est effectivement pas suffisant, il faut un service de renseignement dédié, il faut augmenter les moyens, notamment pour les policiers. Ce qui peut-être, je ne sais pas, vous allez me dire, vous paraître étonnant de sa part, parce qu'on rappelle que c'est une maire socialiste élue avec un accord avec LFI à Nantes, ce qui avait déjà d'ailleurs créé des remous dans son propre parti. On appelle ça le retour au réel. La confrontation de la réalité, quand elle voit sa ville exposée maintenant à des règlements de compte, à des morts sur le trottoir, à des jeunes qui perdent la vie très très jeunes, des adolescents, c'est un retour brutal à une réalité. Alors c'est vrai que le maire n'a pas le pouvoir régalien contre cette criminalité-là, mais le maire a un rôle à jouer en matière de vidéoprotection, de surveillance, de police municipale, d'effectifs, de volonté. On le voit bien, ce qui se passe à Grenoble, ce qui s'est passé à Lyon aussi, on voit bien les différences entre les politiques municipales ici ou là, ou même à Paris, on pourrait dire Paris, l'armement des polices municipales par exemple. Mais l'essentiel, c'est quand même le régalien et la police nationale. Jean-Michel Salvatore, un mot. Moi, je pense que Johanna Roland, elle se fait engueuler par ses administrés. Et je suis assez d'accord avec Georges. Elle est quand même le symbole des maires qui ont développé un discours très permissif, une culture de l'excuse permanente autour de tous ces sujets, sur l'armement des polices municipales, sur la vidéosurveillance. Elle fait partie de ces maires qui ont toujours été assez prudentes. Et je pense qu'en effet, la vérité lui explose au visage et la rattrape, évidemment.